Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous touche, je crois, quasiment tous. Maintenir sa concentration. C'est un vrai défi dans ce monde hyper connecté, hein. Ah oui, une vraie bataille pour notre attention en effet. Alors pour explorer ça, on va s'appuyer sur 3 livres assez forts. Deep Work de Cal Newport, Stolen Focus de Johan Hari et puis Dopamine Nation d'Anna Lembke. 3 approches différentes, mais qui, on va le voir, se complètent pas mal. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux les mécanismes et de trouver des pistes. Exactement. Décrypter et voir comment naviguer un peu mieux là-dedans. Alors, commençons peut-être par Cal Newport et son fameux Deep Work, le travail en profondeur. C'est quoi exactement ? Le deep work, en gros, c'est cette capacité à se concentrer à fond, sans distraction, sur une tâche qui demande vraiment de la réflexion, quoi. Et Newport, il dit pas juste « c'est bien », il va plus loin. Il dit que c'est une compétence qui devient de plus en plus rare et donc de plus en plus précieuse dans notre économie. Une sorte de super pouvoir, presque. Un peu ça, oui. Il l'oppose au shallow work, le travail superficiel. Tu vois, les emails qu'on consulte toutes les 5 minutes, les réunions pas toujours utiles, tout ce qui nous occupe sans vraiment créer de valeur durable. Ah oui, la fameuse journée où on est épuisé, mais on a l'impression d'avoir rien fait d'important. Ça parle à beaucoup de monde, ça. C'est exactement ça, et ce travail superficiel, il est plus facile à automatiser aussi, d'où la valeur croissante du deep work. Et comment on fait pour cultiver ce deep work ? Newport donne des pistes. Oui, il insiste beaucoup sur la pratique délibérée, hein. C'est comme un muscle, la concentration, ça s'entraîne. Il parle même de la myéline, cette gaine autour des neurones qui se renforce avec l'entraînement et qui améliore la transmission du signal. Intéressant. Et concrètement ? Il propose des stratégies, oui, comme regrouper les tâches similaires pour éviter de sauter du coq à l'âne, le batching, ou alors mettre en place des rituels clairs pour démarrer et terminer ces sessions de travail profond. Ça aide le cerveau à entrer dans le bon mode. D'accord. Mais alors, si c'est si précieux, pourquoi on a tant de mal ? Et là, je pense à Johan Hari et son Stolen Focus. Lui, il dit que c'est pas seulement notre faute, si j'ai bien compris. C'est un point absolument crucial chez Hari. Il élargit vraiment le cadre. Pour lui, cette crise de l'attention, c'est pas juste une faiblesse individuelle, c'est un problème systémique. C'est-à-dire, quelle force pointe-t-il du doigt ? Plusieurs choses. Déjà, l'accélération générale du rythme de vie. Tout va plus vite. Ensuite, le fait qu'on soit constamment en train de jongler entre différentes tâches, le fameux multitasking. Il parle de l'effet de coup de changement, le switch cost effect. Ah oui, ça veut dire que chaque fois qu'on change de tâche. Exactement, chaque fois qu'on bascule, même très vite, notre cerveau perd du temps et de l'efficacité pour se reconfigurer. Et ça, multiplié par des dizaines, voire des centaines de fois par jour, ça nous épuise cognitivement. Sans parler de la surcharge d'informations, bien sûr. Mais on pourrait dire, il suffit d'être plus discipliné, de mieux résister. Non. Hari dirait que oui, l'effort individuel compte, mais que c'est un peu comme demander à quelqu'un de nager à contre-courant d'un tsunami. Le problème, c'est aussi la conception même de nos outils technologiques. C'est-à-dire ? Ce qui est fascinant, c'est comment il analyse le modèle économique derrière tout ça. Le capitalisme de surveillance. Notre attention, elle n'est pas juste sollicitée, elle est la marchandise. Carrément. Ouais. Les algorithmes sont optimisés pour nous garder connectés le plus longtemps possible, pour maximiser l'engagement. Et souvent, ça passe par des émotions fortes, l'indignation, la surprise, des choses qui captent l'intention immédiatement. Donc la solution n'est pas que personnelle pour lui. Non, il insiste sur le besoin de solutions collectives. Ça passe par la régulation, par une réflexion sur la conception des technologies pour qu'elles servent nos buts, et pas l'inverse. Et cette idée de technologie qui nous accroche, ça fait parfaitement le lien avec le 3e livre, Dopamine Nation, d'Anna Lembke, qui regarde ça sous un angle neurochimique. Tout à fait. Lembke, elle nous emmène à l'intérieur de notre cerveau. Elle explique comment cette quête permanente de récompenses rapides et faciles, les notifs, les likes, les vidéos courtes, etc., vient perturber un équilibre fondamental. L'équilibre plaisir-douleur, c'est ça ? Exactement. Elle utilise la théorie de l'open-end process. En gros, chaque stimulation intense de plaisir, chaque pic de dopamine, déclenche une réaction inverse, une sorte de contrepoids de douleur ou de manque pour ramener le système à l'équilibre. C'est un balancier. D'accord. Mais le problème, c'est que si on bombarde notre cerveau avec ces plaisirs artificiels très intenses et constants, la réaction de douleur compensatoire devient de plus en plus forte et dure plus longtemps. Et le résultat ? On se retrouve dans un état de déficit chronique. Les petits plaisirs simples de la vie, une conversation, une balade, paraissent fades en comparaison. Et en même temps, notre seuil de tolérance à l'inconfort, à l'ennui ou même à la douleur diminue. On devient plus vulnérable à l'anxiété, au mal-être. Ce qui nous pousse à chercher encore plus
de ces stimulations rapides pour échapper à ce malaise. Un cercle vicieux, quoi. Précisément. D'où son idée de jeûne dopaminergique qui peut sembler un peu radicale. C'est-à-dire faire une pause? Oui, une pause volontaire de ces activités hyper stimulantes pour permettre à nos circuits de récompense de se recalibrer, de souffler un peu. Elle insiste aussi beaucoup sur l'honnêteté radicale envers soi-même pour identifier ces comportements qui sont devenus compulsifs. C'est fou comme les trois perspectives s'éclairent mutuellement en fait, quand on met tout ça ensemble. Absolument. L'environnement décrit par Harari avec ses sollicitations constantes et son modèle économique basé sur l'attention Rend le deep work de Newport incroyablement plus difficile à atteindre et à maintenir. Voilà. Et la mécanique de la dopamine expliquée par Lemke nous montre pourquoi on est si facilement happé par les distractions que Harari dénonce. Pourquoi ce travail superficiel, avec ses micro-récompenses immédiates, est si séduisant comparé à l'effort soutenu du travail profond. Il y a une tension donc entre ce qui crée de la valeur à long terme et ce vers quoi notre biologie et notre environnement nous poussent à court terme. C'est exactement ça. On voit bien la convergence des trois auteurs sur l'importance de retrouver des temps calmes, de la déconnexion choisie. Pour laisser le système se reposer en quelque sorte. Oui, et peut-être aussi, c'est une idée intéressante qui émerge, sur la nécessité de réintroduire volontairement une forme d'effort, voire d'inconfort productif. Que ce soit la concentration intense du deep work, un effort physique, ou l'honnêteté parfois difficile dont parle Lemke, comme un moyen de rééquilibrer la balance. Ne pas sous-estimer l'importance du repos, du vrai sommeil. C'est fondamental pour la consolidation cognitive, la régulation émotionnelle. D'accord. Mais est-ce que ça suffit, l'effort individuel, face à des systèmes qui sont, comme on l'a dit, conçus pour nous happer? C'est la grande question, et la limite de l'approche purement individuelle. C'est pourquoi toutes ces analyses insistent aussi beaucoup sur le besoin de changements plus structurels. Ça passe par une réflexion collective sur la régulation de certaines technologies pour limiter leurs aspects les plus addictifs. Ça peut être aussi expérimenter d'autres organisations du travail comme la semaine de 4 jours, qui peut paradoxalement améliorer la concentration, ou instaurer un vrai droit à la déconnexion. Donc des actions individuelles, mais aussi un besoin d'adaptation de l'environnement. Oui, les deux sont nécessaires. Les efforts individuels ont besoin d'un environnement, disons, moins hostile à l'attention pour vraiment porter leurs fruits. En résumé, notre attention, c'est une ressource précieuse, mais elle est vraiment sous pression. Assiégée par des forces économiques, technologiques, environnementales. Comprendre ces mécanismes, c'est déjà peut-être un premier pas pour sortir de la culpabilité qu'on peut ressentir. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une petite question à emporter avec soi. Et si la compétence la plus cruciale aujourd'hui, ce n'était pas tant la concentration brute, mais plutôt cette capacité à choisir délibérément où l'on porte notre regard, à cultiver une forme de souveraineté sur notre propre attention pour résister à tout ce qui cherche, en nous et hors de nous, à nous détourner de ce qui compte vraiment. Voilà, de quoi réfléchir. Merci de nous avoir écoutés sur Productivité et Stratégie. N'hésitez surtout pas à partager vos propres expériences ou vos questions dans les commentaires. On est curieux de vous lire. À très bientôt.